Je subviens à mes besoins depuis l'âge de 16 ans. Je n'ai jamais pris un centime de mon père. J'ai bâti une entreprise d'1 million de dollars à 32 ans. Au dîner de Noël, il m'a pointé du doigt, « Tu as détourné l'avenir de ta sœur. » Une semaine plus tard, j'ai reçu une assignation. Mon père me poursuivait pour avoir volé ses chances. Au tribunal, la juge a lu la plainte. Elle a regardé mon père. Elle a dit 2 mots qui ont fait halter toute la salle. L'odeur de la dinde rôtie et des bougies de pain qui brûlaient était épaisse dans l'air, essayant bien trop fort de donner à la maison une atmosphère de foyer. Dehors, le riche quartier de banlieue était silencieux et couvert de neige fraîche. À l'intérieur de l'immense salle à manger de mes parents, tout ressemblait à une pièce de théâtre soigneusement mise en scène. Les beaux verres en cristal étaient sortis. L'argenterie était polie. Ma mère, Geneviève, voletait autour de la table comme un oiseau nerveux, remplissant les verres de vin avant même que quiconque n'en prenne une gorgée, désespéré de maintenir la paix. Mon père, Thorne, était assis au bout de la table comme un roi tenant sa cour. Ses épaules étaient rigides, sa mâchoire serrée. À côté de lui était assise Lorelai, ma sœur de 29 ans. Elle portait un nouveau pull Chanel et un bracelet de tennis en diamant qui captait la lumière du lustre chaque fois qu'elle tendait la main vers son verre. J'avais 32 ans, assise à l'autre bout de la table dans un simple col roulé gris que j'avais acheté en solde il y a 3 ans. Je n'avais pas ma place ici. Je ne l'avais jamais eue. Le début de la soirée était rempli des habituelles conversations futiles. Le temps, le nouvel aménagement paysager des voisins, les rénovations à venir du country club. Chaque tintement d'argenterie semblait incroyablement fort. Chaque rire de Lorelai sonnait aigu et forcé. Je gardais la tête baissée, déplaçant mes petits pois dans mon assiette, appliquant la tactique de survie que j'avais perfectionnée pendant des décennies. Sois silencieuse. Sois invisible. N'attire pas le feu. Mais alors, juste au moment où la tarte était servie, ma tante Ursula se pencha sur la table. C'était la sœur de mon père, une femme qui se nourrissait de ragots et connaissait les affaires de tout le monde. Elle m'a souri, tenant sa fourchette en l'air. Calista, ma chérie, j'étais au salon de coiffure hier et Brenda m'a dit qu'elle avait vu ton visage dans ce reportage local de Forbes 31h30. Une valorisation d'1 million de dollars pour une entreprise de logistique de la chaîne du froid livrant des vaccins et des fournitures médicales à travers l'État. Tu n'as jamais mentionné que tu dirigeais un empire. La pièce est figée. La température a semblé chuter de 20 degrés en une fraction de seconde. J'ai vu mon père se raidir. Sa fourchette a heurté l'assiette en porcelaine avec un craquement sec et violent. Je ne voulais pas parler de mon entreprise ici. Mon entreprise était la seule chose sacrée que j'avais bâtie, une forteresse complètement séparée de cette famille. C'était à moi. Mais Ursula venait de défoncer la porte. 1 million de dollars. Lorelai a ricané, faisant tournoyer le vin rouge coûteux dans son verre. Elle m'a regardé de haut en bas, ses yeux dégoulinant de condescendance. Transporter des boîtes congelées et des camions. Quelle élégance. Je suppose que quelqu'un doit faire le travail manuel. J'ai regardé ma sœur. Sa carrière de tennis professionnel s'était enlisée il y a 5 ans. Pourtant, elle vivait toujours sans payer de loyer dans la maison d'amis de mes parents, entièrement financée par le chéquier sans fond de mon père. Je ne lui ai pas dit un mot. Je lui ai juste adressé un léger sourire indifférent. Ce sourire a été ma plus grande erreur. Mon père a lentement repoussé sa chaise. Les pieds ont grincé contre le parquet. Il ne me regardait pas avec fierté. Il ne me regardait pas avec curiosité. Il me regardait avec une rage froide et calculatrice. Une valorisation d'1 million de dollars, Calista ? A-t-il demandé. Sa voix était dangereusement basse. Et tu as pensé qu'il était approprié de cacher cela à ta famille, aux gens qui t'ont élevé ? J'ai pris une lente inspiration. C'est mon entreprise, papa. Je l'ai construite par moi-même. Il n'y avait aucune raison d'en parler au dîner. Il a frappé sa main sur la table. Les verres en cristal ont tremblé. Tu l'as construite par toi-même ? As-tu la moindre idée de la quantité d'argent, de temps et de sacrifices que cette famille a investi pour créer un environnement stable pour toi ? Je l'ai regardé, sincèrement choqué par son illusion. Un environnement stable ? Je travaillais depuis le lycée. Mais avant que je puisse parler, il a pointé un doigt tremblant directement sur mon visage.
Tu as agi dans notre dos, a-t-il crié. Tu as accumulé des ressources. Tu t'es donné la priorité alors que tu savais très bien que ta sœur avait besoin de soutien pour sa carrière sportive. Nous sommes une famille, Calista. Nous fonctionnons comme une unité. Et toi, petite fille égoïste et avide, tu es sortie et tu as détourné l'avenir de ta sœur. Le mot détourné m'a frappé comme un coup physique. Geneviève a gémi doucement, fixant son assiette. Tourne, s'il te plaît. C'est Noël. Tais-toi, Geneviève. A-t-il lancé, sans jamais rompre le contact visuel avec moi. Il respirait lourdement maintenant. Tu te crois si intelligente, Calista? Tu penses que tu peux simplement t'enfuir, bâtir une fortune en utilisant les fondations que j'ai fournies et laisser ta sœur en difficulté. Tu as brisé la hiérarchie de cette famille. Tu as volé le succès qui lui était destiné. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai senti mon cœur battre dans ma poitrine, mais mon visage est resté entièrement impassible. J'ai regardé cet homme, cet étranger qui se disait mon père, et j'ai réalisé qu'il croyait réellement à sa propre logique insensée. Pour lui, mon indépendance n'était pas une réussite. C'était un vol. Je me suis levé lentement, ramassant mon sac à main. Je n'ai pas discuté. Il ne servait à rien de discuter avec la folie. Je pars, ai-je dit doucement. Si tu franchis cette porte, tu le regretteras, a-t-il prévenu, sa voix dégoulinant de méchanceté. Les actions ont des conséquences, Calista. Tu as une dette envers cette famille. Je l'ai regardé une dernière fois, j'ai laissé échapper un petit rire sans humour, et je suis sorti dans la nuit glaciale. Je pensais que ce n'était qu'une de ces crises de colère dramatiques. Je pensais que c'était juste la rage toxique d'un homme réalisant qu'il ne pouvait plus me contrôler. Je pensais qu'en m'éloignant dans ma voiture, ce serait la fin, mais je n'avais aucune idée qu'il avait déjà affûté un couteau juridique juste en attendant de me poignarder dans le dos. Pour comprendre pourquoi mon père croyait que je devais mon entreprise à ma sœur, il faut comprendre le musée tordu de la douleur qu'a été mon enfance. On dit que les parents ne sont pas censés avoir de favoris. Si c'est une règle, mes parents n'ont jamais lu le manuel. Dans notre maison, Laurelée était le soleil et j'étais juste l'espace froid et vide qui tournait autour d'elle. Ça a commencé tôt. Laurelée a montré une aptitude naturelle pour le tennis quand elle avait 7 ans. À partir de ce moment, elle a cessé d'être une enfant et est devenue un investissement. Mon père était obsédé. Il ne se contentait pas de la regarder jouer. Il analysait. Il traçait sa trajectoire. Il la voyait comme son billet pour la haute société, pour le prestige, pour prouver que sa génétique était supérieure. Au moment où j'avais 16 ans, le fossé financier dans notre maison n'était pas seulement visible, c'était un canyon. Je me souviens d'un mardi particulier fin novembre. L'hiver dans l'Ohio était brutal cette année-là. Le vent tranchait les vêtements comme des lames de rasoir. J'étais debout sur le sol en béton d'un quai de chargement de fournitures médicales locales, frissonnant dans une veste fine et bon marché. J'y avais trouvé un emploi à temps partiel, enregistrant l'inventaire et balayant les soldes de l'entrepôt pour $8 de l'heure. Mes doigts étaient engourdis. Les néons au-dessus de ma tête bourdonnaient constamment, me donnant un mal de tête énorme. J'étais épuisé, jonglant entre les cours avancés du lycée et 20 heures de travail par semaine. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'argent pour un manuel de chimie. Plus tôt cette semaine-là, j'avais demandé à ma mère $75 pour acheter le livre requis pour mon cours de chimie avancée. Elle se tenait dans la cuisine, arrangeant soigneusement un plateau de fruits. Elle a soupiré, me regardant comme si je venais de lui demander de se couper le bras. Calista, tu sais que les temps sont durs en ce moment, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Ton père vient de payer $5,000 pour que Laurelée participe à ce stage de tennis d'élite en Floride. La famille concentre vraiment toutes nos ressources sur ta sœur en ce moment. C'est un moment crucial pour son classement. Tu es si intelligente et forte, ma chérie. Tu peux trouver une solution. Tu le fais toujours. Tu le fais toujours. C'était leur phrase préférée. Cela sonnait comme un compliment, mais c'était en fait un renvoi. C'était leur carte de sortie de prison gratuite pour me négliger complètement. Alors, j'ai trouvé une solution. J'ai travaillé à l'entrepôt glacial. J'ai économisé mes $8 de l'heure. J'ai acheté mon propre manuel.
J'ai acheté mes propres bottes d'hiver quand les anciennes ont eu des trous. J'ai acheté mes propres déjeuners à l'école. Je suis devenue complètement indépendante financièrement à l'adolescence, non par rébellion, mais par pure survie. Pendant que je balayais les sols de l'entrepôt et faisais mes devoirs sous la faible lumière du plafonnier de ma vieille voiture d'occasion, Lorelai vivait comme une reine. Elle avait des entraîneurs privés, des raquettes sur mesure, des massages sportifs et des week-ends dans des country clubs à travers le Midwest. Mon père la conduisait dans son SUV de luxe impeccable, lui achetant tout ce qu'elle montrait du doigt. Je me souviens être rentré tard un soir, sentant la poussière de carton et les gaz d'échappement. Je suis entré dans la cuisine pour prendre un verre d'eau. Mon père était assis à l'îlot, examinant le calendrier des tournois de Lorelai. Il n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-il demandé platement, ses yeux rivés sur le papier. « Bien, ai-je dit. J'ai eu une augmentation à 8,50 $ de l'heure. » Il a fredonné avec dédain. « Bien. Assure-toi de continuer à économiser. La vie est chère. » Puis il a pris son téléphone et a appelé l'entraîneur de Lorelai, autorisant une séance privée de 200 $ pour le lendemain matin parce que son revers était un peu faible. Je suis resté là, dans le couloir sombre, à le regarder. J'ai réalisé à ce moment précis que pour mon père, mon indépendance n'était pas quelque chose dont il fallait être fier. C'était juste pratique. Parce que je ne nécessitais aucun entretien, il pouvait justifier de consacrer 100% de son énergie et de son argent à Lorelai. J'étais l'actif fiable, à faible risque et faible récompense qu'il pouvait ignorer en toute sécurité. Lorelai était la start-up à haut risque et haute récompense qu'il essayait désespérément d'introduire en bourse. J'ai arrêté de demander des choses. J'ai arrêté de leur montrer mes bulletins de notes même s'ils étaient remplis de A. J'ai arrêté de m'attendre à ce qu'ils viennent à mes tournois de débat ou à mes pièces de théâtre scolaire. J'ai construit un mur autour de moi, brique par brique. Chaque chèque de paie de l'entrepôt était une autre brique. Chaque session d'études tardives était du mortier. Lorelai, pendant ce temps, a absorbé l'obsession de mes parents et l'a transformée en arme. Elle est devenue insupportable. Elle ne me traitait pas comme une sœur, mais comme une employée de maison. Si elle laissait son équipement de tennis sale dans le salon et que je lui demandais de le déplacer, elle levait les yeux au ciel et disait « Je m'entraîne pour une carrière professionnelle, Calista. Je n'ai pas le temps pour les corvées. Maman le fera. » Et Geneviève le faisait toujours. L'injustice était comme un poison lent. Elle ne m'a pas tué d'un coup. Elle m'a juste lentement anesthésié à l'idée de famille. J'ai regardé ma sœur se voir offrir le monde sur un plateau d'argent pendant que je devais creuser dans la terre juste pour trouver une cuillère en plastique. Ils m'ont toujours dit que j'étais la forte, la résiliente, celle qui n'avait pas besoin d'être tenue par la main. Mais ils n'ont pas compris que ma force n'était pas un don naturel. C'était une réponse à un traumatisme. Ma résilience a été entièrement construite sur les cendres de l'amour maternel et paternel. Ils m'ont affamé de soutien. Et quand j'ai appris à chasser pour moi-même, ils ont appelé cela un trait de caractère. Avez-vous déjà eu à jouer le rôle de l'enfant fort et indépendant juste pour que votre famille puisse vous ignorer confortablement pendant qu'il couvait quelqu'un d'autre? Si vous savez ce que cela fait, laissez un commentaire ci-dessous. C'est un club solitaire. Je pensais que terminer le lycée et partir à l'université serait mon évasion. Je pensais que le favoritisme flagrant prendrait fin une fois que nous serions toutes les deux adultes, mais j'étais si jeune et incroyablement naïve. Je n'avais aucune idée que l'obsession de mon père pour le succès de Lorelai allait franchir la ligne de la négligence émotionnelle pour devenir un vol réel et indéniable. Le musée de la douleur était sur le point d'obtenir sa plus sombre exposition. La trahison absolue s'est produite pendant ma dernière année de lycée. C'est le moment où le dernier cordon qui me reliait à mon père s'est complètement rompu. Je m'étais échiné pour maintenir mes notes tout en travaillant presque à plein temps à l'entrepôt. Mon objectif était simple, entrer dans une bonne université d'État, obtenir un diplôme en commerce et ne jamais regarder en arrière. Parce que mes parents gagnaient trop d'argent, je ne pouvais pas prétendre à une aide financière basée sur les besoins. Mais je n'étais pas inquiète. Mon grand-père, avant son décès quand j'avais 10 ans, avait créé 2 fonds universitaires identiques pour moi et Lorelai. Je savais qu'il y avait exactement 50,000 $ sur un compte à mon nom. C'était suffisant pour couvrir les frais de scolarité et un appartement bon marché. Quand la lettre d'acceptation de l'université d'État est arrivée, j'étais ravi. Je l'ai ouverte seule dans ma chambre,
souriant si fort que mon visage me faisait mal. Je suis descendu à la cuisine, tenant l'épaisse enveloppe. Mon père était assis là, buvant son café et lisant la section des sports. J'ai été accepté, ai-je dit, posant la lettre sur la table. Il y a jeté un coup d'œil, remarquant à peine le logo de l'université en relief. Bon travail, a-t-il dit doucement. J'ai toujours su que tu retomberais sur tes pieds. J'ai hoché la tête, sentant une petite étincelle d'espoir. Alors, je dois payer la compte d'inscription avant vendredi. Pouvons-nous nous asseoir et regarder la logistique pour accéder au fonds universitaire de grand-père? Mon père a arrêté de boire son café. Il a lentement posé la tasse sur le comptoir. Le silence dans la cuisine est soudainement devenu incroyablement lourd. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Il a regardé le mur derrière moi. À propos de ce fonds, a-t-il commencé en s'éclaircissant la gorge. Le ton de sa voix a fait chuter mon estomac instantanément. Nous avons dû réallouer ses actifs, Calista. Je me suis figé. Réallouer? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a soupiré, semblant agacé de devoir s'expliquer. La carrière de tennis de Lorelai nécessitait une injection de capital massive. Nous avons dû embaucher un entraîneur itinérant, couvrir les frais de tournois internationaux et moderniser son équipement. C'était une fenêtre critique pour ses perspectives de recrutement. Nous avons liquidé les comptes. Les deux, ai-je chuchoté, le sang se retirant de mon visage. Mais 50,000 $? Vous les avez pris? C'est de l'argent de la famille, Calista, a-t-il lancé, son mécanisme de défense s'activant. Il devenait toujours agressif quand il était pris en train de faire quelque chose de mal. Nous devons voir la situation dans son ensemble. Lorelai est sur le point de passer professionnelle. Une fois qu'elle signera un contrat de sponsoring, elle sera à l'abri pour la vie et la famille récupérera l'investissement. Tu es intelligente. Tu peux prendre des prêts étudiants. Tu trouveras une solution. Tu le fais toujours. Je suis resté là, à regarder l'homme qui avait littéralement volé mon héritage, mon filet de sécurité, le seul cadeau que mon grand-père m'avait laissé. Tout ça pour financer l'illusion de ma sœur, et il ne ressentait pas la moindre culpabilité. Il se sentait en droit de prendre mon argent. Pour lui, je n'étais pas une fille. J'étais une tirelire qu'il pouvait briser chaque fois que son enfant en or avait besoin de nouvelles cordes pour sa raquette de tennis. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté d'objet. J'ai juste ramassé ma lettre d'acceptation à l'université, je me suis retourné et je suis remonté dans ma chambre. J'ai jeté la lettre à la poubelle. Je ne pouvais pas me permettre d'y aller, pas sans contracter une dette massive et paralysante qui m'enchaînerait aux banques pour le reste de ma vie. Cette nuit-là, je me suis fait une promesse. Je construirais une vie si intouchable, si complètement indépendante qu'il ne pourrait plus jamais me prendre un seul centime. Je ne suis pas allé à l'université. Au lieu de cela, j'ai ravalé ma fierté et je suis allé voir la seule personne qui se souciait vraiment de moi, ma grand-mère maternelle. Elle vivait dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Je me suis assise sur son canapé fleuri, j'ai expliqué ce que mon père avait fait et j'ai demandé à emprunter 500 $. Elle a pleuré, m'a serré dans ses bras et m'a donné l'argent. J'ai pris ces 500 $ et j'ai acheté un camion frigorifique rouillé et usé à un boucher local qui fermait boutique. Il sentait légèrement la vieille viande et le moteur cliquetait comme une machine à laver. Mais pour moi, c'était la plus belle chose au monde. C'était mon billet de sortie. J'ai lancé mon propre service de messagerie médicale indépendant. J'ai utilisé les contacts que j'avais noués à l'entrepôt. Je me rendais dans les cliniques locales, les pharmacies et les petits laboratoires pour leur proposer de transporter leurs échantillons et fournitures thermosensibles pour moins cher que les grandes flottes d'entreprises. Pendant les 4 premières années, ma vie a été un tourbillon d'épuisement pur. Je conduisais le camion moi-même, travaillant 14 heures par jour, dormant dans la cabine et sur les parkings d'hôpitaux. Je mangeais des nouilles ramen bon marché et des sandwichs au beurre de cacahuète. Je portais les 3 mêmes pantalons de travail jusqu'à ce que les genoux s'usent. J'ai réinvesti chaque dollar de profit dans l'entreprise. Quand j'ai pu me le permettre, j'ai acheté un 2e camion, puis un 3e. J'ai embauché des chauffeurs fiables. Je me suis entièrement concentré sur la logistique de la chaîne du froid, réalisant qu'il y avait un énorme vide sur le marché pour le transport local et fiable de vaccins et de biomatériaux. Pendant que je bâtissais un empire à base de café bon marché et de zéro sommeil,
la carrière de tennis de Lorelai implosait discrètement. Elle était bonne, mais elle n'était pas excellente. Elle manquait de la ténacité mentale requise pour le circuit professionnel. Elle a stagné. Les sponsors ne sont jamais venus. Les gains des tournois couvraient à peine ses frais de déplacement, mais mon père refusait d'accepter la réalité. Il continuait à injecter de l'argent dans le navire qui coulait, déterminé à prouver qu'il avait fait le bon investissement. À l'âge de 28 ans, j'avais 20 camions frigorifiques sur la route et un entrepôt dédié. À 32 ans, mon entreprise a atteint une valorisation d'1 million de dollars. J'ai acheté une belle maison de ville moderne, remboursé l'hypothèque de ma grand-mère en guise de remerciement et vécu une vie calme et paisible. Je parlais rarement à ma famille. Je me présentais pour les fêtes obligatoires, m'asseyais en silence et partais tôt. Je pensais avoir réussi à me détacher de leur orbite toxique. Je pensais que le passé était dans le passé. J'avais juré que je n'aurais jamais besoin d'eux, et je l'ai prouvé. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'est que mon succès ferait de moi une cible. Je n'avais pas réalisé qu'un narcissique ne se contente pas de vous ignorer lorsque vous réussissez sans lui. Il essaie de s'approprier votre succès. L'explosion du dîner de Noël n'était que l'étincelle. La véritable explosion s'est produite une semaine plus tard, un mardi matin banal, lorsque le fantôme de la cupidité de ma famille est finalement arrivé à la porte de mon bureau, portant une enveloppe manie qui allait déclencher une guerre. C'était la première semaine de janvier. Le ciel au-dessus de l'Ohio était d'un gris lourd et misérable, menaçant d'une neige qui ne semblait jamais vouloir tomber. J'étais assise à mon bureau dans mon bureau d'angle. La pièce était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement des serveurs au bout du couloir. J'examinais un nouveau contrat massif avec un réseau hospitalier régional. C'était le genre d'accord qui ferait passer ma société de logistique d'une valorisation d'1 million de dollars à 5 millions dans les 3 prochaines années. La vie était incroyablement belle. À 10 heures du matin, ma réceptionniste a fait sonner mon téléphone. « Calista, il y a un monsieur ici pour vous voir. Il dit qu'il a une livraison urgente qui nécessite votre signature personnelle. » J'ai froncé les sourcils, en sauvegardant ma feuille de calcul. « Faites-le entrer. » La porte de mon bureau s'est ouverte. Un homme en veste beige ordinaire est entré. Il n'avait pas l'air d'un coursier. Il avait l'air fatigué et entièrement professionnel. Il a jeté un coup d'œil à la plaque nominative sur mon bureau, puis m'a regardé. « Calista Thorne ?» a-t-il demandé d'un ton neutre. « Oui, puis-je vous aider ?» Je me suis levé. Il a sorti une épaisse enveloppe manie scellée de sa mallette, me l'a tendue et a posé une tablette de signature numérique sur mon bureau. « Veuillez signer ici pour accuser réception. Vous avez reçu une assignation. » Il s'est retourné et est sorti avant que mon cerveau ne puisse pleinement traiter les mots. « Vous avez reçu une assignation. » Je suis resté là, dans le bureau silencieux, l'enveloppe semblant anormalement lourde dans mes mains. Mon estomac s'est noué lentement et nauséeusement. Je me suis rassise dans mon fauteuil en cuir, j'ai attrapé mon coupe-papier et j'ai ouvert le haut de l'enveloppe. J'ai sorti une pile de documents juridiques blancs et impeccables. L'entête en haut de la page était imprimée en caractères gras et noirs indéniables, au tribunal de première instance. Plaignant, Trust Familial Thorne représenté par Thorne Senior, défendresse, Calista Thorne. J'ai arrêté de respirer. La pièce a semblé basculer légèrement. J'ai relu les mots, certaine que mes yeux me jouaient des tours, mais ce n'était pas le cas. Mon propre père me poursuivait en justice. Je me suis forcé à lire la plainte elle-même. Le jargon juridique dépouille généralement les choses de leur émotion, les rendant stériles et distantes. Mais lire ce document, c'était comme recevoir un coup de poing dans la gorge. La plainte alléguait que je m'étais livré à des pratiques financières trompeuses contre la famille. Elle affirmait qu'en utilisant la stabilité fondamentale, l'abri et les ressources de base fournies par mes parents, j'étais obligé de partager les rendements de mon succès commercial. Mais la pire partie, la partie qui a fait trembler mes mains de rage pure et sans mélange, était la page 4. Le plaignant soutenait qu'en accumulant secrètement des ressources et en bâtissant agressivement une richesse personnelle, j'avais intentionnellement épuisé la santé financière globale de la famille, nuisant ainsi directement aux perspectives sportives professionnelles de ma sœur, Laura Thorne. La demande. Le procès visait à obtenir un transfert ordonné par le tribunal de 30% des actions de mon entreprise au Trust Familial Thorne pour compenser les occasions manquées et la détresse émotionnelle. 30%. 1,5 million de valeur projetée.
Il voulait voler l'entreprise que j'avais bâtie à l'arrière d'un camion à viande en décomposition. Il voulait prendre le sang, la sueur et les larmes de toute ma vingtaine et les donner à l'Orelais pour qu'elle puisse acheter plus de sacs de créateurs et prétendre qu'elle était une star du tennis. J'ai laissé tomber les papiers sur mon bureau. J'ai pressé les talons de mes mains contre mes yeux. Ce n'était pas une dispute dramatique autour de la dinde et de la sauce. C'était une attaque juridique calculée et vicieuse. Il avait réellement engagé un avocat. Il s'était assis, avait payé une avance et avait élaboré une stratégie pour me voler légalement. Je me suis souvenu de son visage furieux à Noël. Tu as brisé la hiérarchie de cette famille. Tu as volé le succès qui lui était destiné. Il croyait sincèrement que tout le succès de la famille appartenait à un pot commun et qu'en tant que patriarche, il avait le droit absolu de le distribuer à son enfant en or choisi. Parce que je refusais de jouer le rôle du bouc émissaire silencieux et appauvri, j'étais une menace. Mon succès était une insulte à sa stratégie d'investissement. Je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas le cœur brisé que mon père ne m'aime pas. Ce navire avait quitté le port il y a une décennie quand il avait volé mon fonds universitaire. Ce que je ressentais, c'était une clarté froide et absolue. Il voulait une guerre. Il pensait, parce que j'avais toujours été silencieuse, parce que j'étais toujours partie sans me battre, que je serais une cible facile. Il pensait que j'aurais peur d'un tribunal. Il pensait que je réglerais l'affaire à l'amiable, que je lui remettrais un énorme chèque juste pour faire disparaître le cauchemar, juste pour maintenir la paix familiale. Il avait oublié un détail crucial. Je n'étais plus la jeune fille de 16 ans qui frissonnait sur un quai de chargement. J'étais la PDG d'une société de logistique très rentable. Je traitais avec des vendeurs impitoyables, des chefs syndicaux agressifs et des requins d'entreprise tous les jours. Je savais comment me battre, et je savais comment gagner. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de mon avocat d'entreprise, Declan. Declan était un requin dans un costume sur mesure, un homme qui trouvait des failles juridiques pour le plaisir. Declan, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. J'ai besoin d'une réunion d'urgence. Apportez un très grand bloc-notes. Je suis sur le point de détruire la vie de mon père. Avant même que je puisse arriver au bureau de Declan cet après-midi-là, la guerre psychologique a commencé. Dans les dynamiques familiales toxiques, l'abuseur principal agit rarement seul. Il déploie ses singes volants, les complices et les commères, qui font son sale boulot pour culpabiliser la victime et la soumettre. Mon téléphone a commencé à vibrer sans relâche. Le premier texto venait d'Andersella. Calista. J'ai entendu ce qui s'est passé avec les avocats. Ton père est juste stressé et blessé. Tu as tellement d'argent maintenant. Pourquoi es-tu si avide? Donne-leur juste quelques actions pour que nous puissions tous être une famille heureuse à nouveau. Ne sois pas la raison pour laquelle tes parents ont des crises cardiaques. J'ai regardé l'écran, la mâchoire serrée. J'ai immédiatement bloqué son numéro. Avide? J'étais l'avide. L'hypocrisie était suffocante. Puis, exactement à midi, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait Geneviève. Ma mère. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant d'accepter. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste écouté. Calista? Sa voix tremblait, chargée de larmes. Oh, Calista, s'il te plaît, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux, maman? Ai-je demandé froidement, regardant par la fenêtre de mon bureau le ciel gris. Toute cette histoire de procès, ça a juste pris une ampleur démesurée, sanglotait-elle. Ton père est si en colère. Il se sent si trahi. Mais tu sais comment il est. Il veut juste du respect. Si tu t'excuses et que tu proposes un petit règlement, je sais que je peux le convaincre de ne pas porter ça devant un juge. S'il te plaît, ma chérie. Je ne peux pas dormir. Ma tension artérielle est au plus haut. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Elle jouait la carte classique de la victime, se plaçant au centre de la souffrance pour que je me sente obligé de la sauver en cédant à mon abuseur. Je ne vais pas régler à l'amiable. Maman, je ne lui donnerai pas un seul centime. Il m'a poursuivi. Il a franchi la ligne. Elle a poussé un cri dramatique. Tu ne comprends pas. Nous nous noyons, Calista. Nous nous noyons et tu es sur un yacht, refusant de nous jeter une bouée de sauvetage. J'ai fait une pause. Se noyer?
De quoi parles-tu? Elle a hésité, sa respiration saccadée. Les finances de la famille, elles sont mauvaises. Ton père a maximisé les cartes de crédit en essayant de maintenir le relais sur le circuit de tennis. Les taux d'intérêt nous tuent. Ils vont couper l'électricité à la maison la semaine prochaine. Nous avons besoin de 20,000 $, Calista. Juste 20,000 pour garder les lumières allumées et payer les minimums. S'il te plaît, considère ça comme une avance sur le règlement pour moi. Un frisson m'a parcouru l'échine. 20,000 $ pour une facture d'électricité. C'était absurde. Mais le désespoir dans sa voix semblait très réel. Je vais regarder ça, ai-je dit sans m'engager, et j'ai raccroché. J'ai immédiatement ouvert mon ordinateur portable. Grâce à quelques faveurs financières que je leur avais faites des années auparavant, j'avais encore les identifiants de leurs principaux comptes de service public enregistrés dans mon gestionnaire de mots de passe. Je me suis connecté à leurs comptes d'électricité et d'eau. Les deux avaient un solde nul. Ils étaient payés en totalité jusqu'au mois suivant. Elle mentait. Je suis resté là, à regarder le solde nul sur l'écran, essayant d'assembler les pièces du puzzle. S'ils n'avaient pas besoin d'argent pour les services publics, pourquoi avaient-ils besoin de 20,000 $ en espèces tout de suite? J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un détective privé que j'utilisais occasionnellement pour des vérifications d'antécédents d'entreprise. Je lui ai donné les informations de mes parents et de Laurel. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un aperçu financier rapide et discret. 3 heures plus tard, alors que j'entrais dans le cabinet d'avocat de Declan, le détective m'a envoyé un fichier sécurisé par courriel. Je l'ai ouvert sur mon téléphone dans l'ascenseur. La carrière de tennis de Laurel n'était pas seulement au point mort. Elle était complètement terminée. Elle n'avait pas joué un match de qualification professionnelle depuis 3 ans. Mais ce n'était pas le plus choquant. Le plus choquant, c'était ses relevés bancaires et ses privilèges publics. Laurel avait un énorme problème de jeu incontrôlable. Elle avait fait des voyages de week-end dans des casinos clandestins et accumulé des dettes. Les 20,000 $ que ma mère me suppliait de donner n'étaient pas pour garder les lumières allumées. C'était pour payer les bookmakers de Laurel avant qu'ils ne lui brisent les rotules. Mes parents étaient littéralement prêts à m'extorquer, à me poursuivre en justice et à détruire ma vie juste pour sortir leur enfant en or d'un syndicat du jeu. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes à l'étage de Declan. Je suis sorti, mon sang se glaçant absolument. Ils étaient un trou noir de dysfonctionnement, et j'en avais fini d'être la personne qu'ils essayaient d'entraîner dans l'obscurité. Il était temps d'allumer les projecteurs. Le bureau de Declan était intimidant. Bois d'acajou foncé, bibliothèque du sol au plafond et une vue imprenable sur les toits de la ville. Declan lui-même était un ancien avocat spécialisé en litige d'entreprise qui s'était lassé de se battre contre d'énormes banques et prenait maintenant des affaires personnelles complexes et à enjeux élevés juste pour le plaisir de la chasse. Il était assis derrière son immense bureau quand je suis entré, jetant l'enveloppe manie sur le bois poli. Mon père me poursuit pour 30% de mon entreprise, ai-je dit en m'asseyant. Declan n'a pas scié. Il a pris l'enveloppe, en a sorti la plainte et a mis ses lunettes de lecture. Pendant 10 minutes, le seul son dans la pièce était le tic-tac de sa vieille horloge de grand-père et le tournoiement net des pages. Quand il a finalement terminé, il a enlevé ses lunettes et a laissé échapper un rire sec et rauque. C'est de la foutaise, a-t-il dit simplement. Juridiquement parlant, c'est un morceau de papier toilette écrit par un avocat qui est soit désespéré pour des heures facturables, soit trop stupide pour avoir réussi l'examen du barreau. J'ai croisé les bras. Vous êtes sûr? Ils prétendent que j'ai manqué à un devoir familial. Il n'existe pas de devoir familial juridiquement contraignant de partager les bénéfices d'une entreprise indépendante dans l'État de l'Ohio, a ricané Declan. À moins que vous n'ayez signé un contrat leur promettant des actions ou que vous n'ayez utilisé leur fonds direct comme capital de démarrage, cette affaire sera rejetée plus vite que les ordures d'hier. Avez-vous utilisé leur argent? Non, ai-je dit fermement. J'ai utilisé un prêt de 500 $ de ma grand-mère, que j'ai remboursé avec intérêt il y a une décennie. Avez-vous déjà signé des documents promettant de les soutenir? J'ai secoué la tête. Jamais. Declan a tapoté son stylo cher contre le bureau. Alors, c'est une tactique d'intimidation. Ils ne veulent pas aller au procès.
Ils veulent vous entraîner dans un processus de découverte juridique stressant pour que vous paniquiez et leur offriez un règlement en espèces massif pour qu'ils s'en aillent. C'est de l'extorsion légale. Il a fait une pause, ses yeux se plissant légèrement. Mais si nous partons en guerre, j'ai besoin de toutes les munitions. J'ai besoin de chaque relevé bancaire, chaque déclaration de revenus, chaque contrat de location que vous avez eu depuis vos 16 ans. Je veux prouver une chronologie irréfutable d'abandon financier total de la part de vos parents. J'ai hoché la tête. Mon comptable est déjà en train de rassembler les dossiers, mais il y a autre chose. Je lui ai tendu mon téléphone, lui montrant le rapport de l'enquêteur sur les dettes de jeu de l'Orlais et les cartes de crédit de mon père au maximum. Declan a parcouru les données, ses sourcils s'élevant de plus en plus haut sur son front. Eh bien, murmura Declan. 150,000 $ de dettes de cartes de crédit renouvelables. Et votre sœur est très endettée auprès des bookmakers locaux. Cela change les choses. Votre père n'est pas seulement avide, Calista. Il est désespéré. Et les hommes désespérés font des erreurs stupides. Juste au moment où il disait cela, mon ordinateur portable, que j'avais posé sur le bureau, a sonné avec une notification de courriel urgent. Je l'ai ouvert. C'était du directeur de l'exploitation de Vanguard Medical, mon plus gros client en logistique. Le courriel était marqué haute priorité. Calista, nous devons parler immédiatement. Nous avons reçu une communication très inquiétante ce matin concernant les pratiques éthiques et la stabilité financière de votre entreprise. Veuillez nous conseiller. 6 juin la communication. Mon estomac s'est noué. J'ai cliqué sur la pièce jointe. C'était un courriel transféré. L'adresse de l'expéditeur appartenait à Thorne Senior, mon père. J'ai lu le courriel à haute voix, ma voix tremblant de rage. Au conseil d'administration de Vanguard Medical, en tant que patriarche de la famille Thorne, je ressens une obligation morale de vous avertir au sujet de la PDG de votre fournisseur de logistique, Calista Thorne. Elle fait actuellement l'objet d'une enquête pour faute financière grave et détournement de fonds fiduciaires familiaux. Les actifs de son entreprise pourraient bientôt être gelés par le tribunal. Je vous conseille vivement de reconsidérer vos contrats de chaîne d'approvisionnement avec son entreprise avant que vos livraisons médicales ne soient compromises. J'ai refermé brutalement l'ordinateur portable. Il essaie de saboter mon entreprise. Il s'en prend à mes clients. Declan se pencha en avant, ses yeux brûlant soudain d'une excitation de prédateur. Il vient de nous donner les codes de lancement nucléaire, Calista. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ai-je demandé, les mains tremblantes. Si je perds Vanguard, je perds 40% de mes revenus. Vous n'allez pas perdre Vanguard, dit Declan doucement, se tournant vers son ordinateur. Je vais appeler leur conseiller juridique dans exactement 5 minutes et leur assurer qu'il s'agit d'une tentative d'extorsion frivole et documentée de la part d'un parent éloigné. Mais plus important encore, ce que votre père vient de faire s'appelle une interférence délictuelle avec un contrat commercial combiné à de la diffamation écrite. C'est hautement illégal. Declan se leva en boutonnant sa veste de costume. Il pensait pouvoir utiliser le système juridique pour vous intimider. Il a oublié que le système juridique est à double tranchant. Nous n'allons pas régler à l'amiable. Nous n'allons pas demander un rejet discret. Nous allons le traîner en audience publique, le mettre à la barre des témoins, et laisser le juge voir exactement quel genre de monstre il est. J'ai regardé Declan, sentant un feu blanc et féroce s'allumer dans ma poitrine. Faites-le, ai-je dit. Je le veux ruiner. Le piège était tendu. Mon père pensait être le chasseur, mais il venait de marcher aveuglément dans un champ de mines, et je tenais le détonateur. Si vous appréciez l'histoire jusqu'à présent, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire me disant le nom de la ville d'où vous regardez. Chaque commentaire aide à diffuser cette vidéo à plus de spectateurs qui pourraient avoir besoin d'entendre cela. Merci beaucoup pour votre soutien. Le matin de l'audience est arrivé avec un froid mordant et amer qui semblait geler l'air même à l'intérieur de mes poumons. Le ciel au-dessus de la ville était d'un violet meurtri et lourd, menaçant d'une tempête d'hiver qui n'avait pas encore tout à fait décidé de se déchaîner. Je me tenais devant le miroir en pied de ma chambre, ajustant le col de mon tailleur bleu marine. Je ne ressemblais pas à la jeune fille effrayée de 16 ans qui frissonnait sur un quai de chargement. Je ressemblais à une directrice générale. Je ressemblais à une femme qui tenait les rênes de sa propre vie. J'ai pris une profonde inspiration,
J'ai attrapé ma mallette en cuir et je suis sorti. Le palais de justice du comté était une structure massive et imposante faite de pierres de taille grise et de colonnes de marbre imposantes. Franchir ces lourdes portes en chêne, c'était comme entrer dans une réalité alternative. L'air à l'intérieur sentait légèrement la cire à parquet au citron, le vieux papier et la sueur nerveuse. Les couloirs résonnaient vivement du cliquetis des chaussures de ville et des murmures bas et urgents des avocats consultant leurs clients. J'ai traversé les détecteurs de métaux de sécurité la tête haute. Declan m'attendait déjà devant la salle d'audience numéro 4. Il avait l'air impeccablement élégant dans un costume gris anthracite, tenant un épais dossier à souffler qui contenait l'autopsie financière de ma famille. « Êtes-vous prête à en finir ?» a demandé Declan, sa voix basse et stable. J'ai hoché la tête, sentant une étrange sensation de calme m'envahir. « Je suis prête à tout brûler. » Nous sommes entrés dans la salle d'audience et avons pris nos sièges à la table de la défense. Quelques minutes plus tard, les lourdes portes en bois se sont ouvertes au fond de la pièce. Ma famille est entrée. Ils se déplaçaient comme une seule unité toxique. Mon père, Thorne, marchait légèrement en avant, portant un costume Armani sur mesure coûteux qu'il ne pouvait certainement pas se permettre. Son menton était relevé dans cette posture familière et arrogante qu'il adoptait toujours quand il croyait être la personne la plus intelligente de la pièce. Il m'a regardé et un sourire suffisant et condescendant a brièvement traversé son visage. Il pensait vraiment m'avoir acculé. Derrière lui se trouvait ma mère, Geneviève. Elle avait l'air pâle et épuisée, ses mains crispées nerveusement sur la sangle de son sac à main. Et puis est venu le relais. Même dans un tribunal, ma sœur ne pouvait pas résister à jouer le rôle d'une célébrité riche. Elle portait des lunettes de soleil de créateur surdimensionnées à l'intérieur, un manteau de cachemire blanc immaculé et une expression ennuyée, comme si ce procès visant à voler l'œuvre de ma vie n'était rien de plus qu'un inconvénient mineur dans sa journée. Ils se sont assis à la table du plaignant. L'huissier a ordonné à tout le monde de se lever, et la juge Rosalind est entrée dans la pièce. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, avec des yeux vifs et intransigeants et une aura d'autorité absolue. Elle n'avait pas l'air d'une juge qui tolérait les simagrées ou la manipulation émotionnelle. Elle a pris son siège, a ajusté son microphone et a baissé les yeux sur les dossiers devant elle. « Commençons », a dit la juge Rosalind, sa voix résonnant clairement dans la salle lambrissée. J'ai lu la plainte initiale. Le plaignant demande un transfert de 30% des capitaux propres d'une entité corporative privée, alléguant une violation de... Elle a fait une pause, regardant le papier comme s'il était souillé de saleté, une violation du devoir familial et une accumulation de ressources partagées. Avocat du plaignant. Vous pouvez présenter votre déclaration liminaire. L'avocat de mon père, un homme plus jeune qui avait l'air de transpirer à travers son col, s'est levé. Il s'est éclairci la gorge nerveusement. Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui pour rectifier un grave déséquilibre financier au sein de la famille Thorne. La défenderesse, Calista Thorne, a utilisé la stabilité fondamentale, l'abri et les ressources émotionnelles fournies par ses parents pour lancer une entreprise commerciale très réussie. Cependant, au lieu de contribuer à l'unité familiale, en particulier à la carrière sportive de sa sœur, elle a secrètement accumulé cette richesse. Nous avons des preuves documentaires qu'elle a reconnu sa responsabilité envers la famille. L'avocat a fouillé dans sa mallette et a produit une seule feuille de papier légèrement jaunie. Il en a remis une copie à l'huissier, qui l'a remise à la juge. Declan et moi avions déjà notre copie. Votre honneur, a poursuivi l'avocat, gagnant un peu de confiance. Ceci est un contrat de responsabilité familiale signé par la défenderesse alors qu'elle avait 17 ans. Dans ce contrat, elle convient que la famille fonctionne comme une unité financière singulière et que tous les membres doivent contribuer au succès global du foyer. Nous soutenons que cela établit une attente contraignante de partage des capitaux propres de l'entreprise. J'ai regardé le papier. C'était un tableau de corvée, littéralement un tableau de corvée du lycée que mon père avait tapé à la machine, exigeant que je contribue une partie de mon salaire du quai de chargement au fonds d'épicerie, alors que le relais ne contribuait absolument à rien. En bas, il m'avait forcé à le signer avant de me laisser utiliser la cuisine. J'ai regardé Declan. Declan se mordait l'intérieur de la joue, luttant clairement contre l'envie d'éclater de rire. La juge Rosalind a regardé le morceau de papier pendant une longue et angoissante minute. Elle l'a lentement abaissé sur son bureau et a regardé l'avocat de mon père par-dessus ses lunettes. « Avocat », a dit la juge Rosalind, sa voix dangereusement calme. « Est-ce une blague, votre honneur ?» a balbutié l'avocat.
C'est un morceau de papier de cahier signé par une enfant mineure concernant les tâches de vaisselle et les contributions à l'épicerie, a dit la juge Rosalin, son ton dégoulinant d'incrédulité. Vous essayez d'utiliser un tableau de corvée d'adolescente pour réclamer 1,5 million de capitaux propres d'entreprise. L'avocat a dégluti difficilement. Votre honneur, cela établit un schéma de contribution familiale attendu. Cela établit que votre client a fait payer à une mineure ses propres courses. La juge Rosalin l'a interrompu sèchement. Le plaignant a-t-il des contrats d'entreprise juridiquement contraignants, des accords de partenariat ou des preuves de capital financier direct investi dans l'entreprise de la défendresse? Non, votre honneur, a admis l'avocat à voix basse. La juge Rosalin s'est frotté les tempes. Avocat de la défense, la parole est à vous. J'espère sincèrement que vous avez quelque chose de plus substantiel qu'un tableau de corvée. Declan se leva lentement, boutonnant sa veste de costume. Il n'avait pas l'air nerveux. Il ressemblait à un lion qu'on venait de laisser sortir d'une cage. Votre honneur, a commencé Declan, sa voix résonnant avec une confiance absolue. Non seulement nous avons des preuves substantielles, mais nous sommes prêts à prouver que ce procès n'est pas simplement frivole. C'est un acte malveillant et calculé d'extorsion financière conçu pour dissimuler les propres échecs financiers catastrophiques du plaignant. Et nous avons les preuves écrites pour prouver chaque mot. Declan a pris son épais dossier, et l'air dans la salle d'audience a semblé s'évaporer instantanément. La juge Rosalin s'est penchée en avant, soudainement très intéressée. J'ai jeté un coup d'œil à mon père. Le sourire suffisant avait complètement disparu de son visage, remplacé par une panique soudaine et rigide. Il pensait que nous allions jouer en défense. Il n'avait aucune idée que nous étions sur le point de larguer une bombe. Declan n'a pas seulement présenté une défense. Il a mené une exécution publique de tout le récit soigneusement élaboré de mon père. Il s'est dirigé vers le centre de la salle d'audience, tenant une pile de documents financiers reliés et ongletés qui semblaient assez épais pour arrêter une balle. Votre honneur, le plaignant prétend que ma cliente, Calista Thorne, a utilisé la fondation financière de la famille pour bâtir son entreprise, a déclaré Declan doucement. Il a remis une copie du classeur à l'huissier pour la remettre à la juge et une autre à l'avocat transpirant de mon père. Examinons cette fondation. Dans l'onglet 1, vous trouverez les déclarations de revenus et les relevés bancaires de ma cliente datant de son 16e anniversaire. Declan a arpenté lentement devant le banc du juge. Vous verrez qu'à partir de l'âge de 16 ans, ma cliente travaillait de 20 à 30 heures par semaine dans un entrepôt local. Vous verrez qu'elle a acheté ses propres manuels scolaires, ses propres vêtements et ses propres repas. Dans l'onglet 2, vous trouverez une copie d'un contrat de location résidentielle. Le jour de son 18e anniversaire, ma cliente a emménagé dans un studio et a payé son propre loyer. Elle n'a pas reçu un seul dollar de soutien financier, d'abri ou de ressources des plaignants depuis plus de 14 ans. L'affirmation selon laquelle elle a utilisé l'argent de la famille pour démarrer son entreprise est une fabrication complète et totale. Mon père a agrippé le bord de sa table. Ses jointures étaient complètement blanches. J'ai vu ma mère se recroqueviller sur sa chaise, ses yeux parcourant nerveusement la pièce. Mais votre honneur, a poursuivi Declan, sa voix s'élevant. La tromperie va bien plus loin que de s'attribuer faussement le mérite du dur labeur de ma cliente. Le plaignant prétend que ma cliente a accumulé des ressources. Parlons d'accumulation. Declan s'est tourné et a regardé directement mon père. Onglet 3, votre honneur. Ce sont les registres d'un fonds fiduciaire éducatif établi par le défunt grand-père de la défendresse, destiné uniquement aux frais de scolarité universitaire de Calista Thorne. Comme vous pouvez le voir, la veille du 18e anniversaire de ma cliente, exactement 50,000 $ ont été complètement retirés de ce compte. La juge Rosalin a tourné à l'onglet, ses yeux parcourant les relevés bancaires. Et où sont allés ces fonds, avocat? A-t-elle demandé, sa voix tendue. Declan a souri sombrement. Si vous tournez à la page suivante, votre honneur, vous verrez un chèque de banque traçant le montant exact de 50,000 $. Il a été déposé directement sur le compte courant personnel de Thorne Senior. Et 2 jours plus tard, 45,000 $ de cet argent ont été virés à une académie de tennis d'élite en Floride pour payer une retraite d'entraînement privée pour l'autre fille du plaignant, Laurel Thorne. Un hoquet de surprise collectif a retenti de la petite galerie de spectateurs au fond de la salle d'audience. Même l'avocat de mon père avait l'air choqué, fixant le papier dans ses mains comme si c'était un serpent venimeux. Mon père a bondi sur ses pieds.
C'était de l'argent de la famille, a-t-il crié, son visage devenant d'un rouge furieux. En tant que chef de famille, j'avais le droit légal de gérer ses actifs. C'était un investissement. Asseyez-vous immédiatement, monsieur Thorne, ou je vous placerai en état d'outrage. A lancé la juge Rosalyn, frappant son marteau avec un craquement sec. Vous ne parlez que si on vous y invite. Mon père s'est lentement rassis sur sa chaise, la poitrine haletante. L'illusion du patriarche sophistiqué et riche se brisait sous les yeux de tout le monde. Declan n'a pas perdu un instant. Donc, votre honneur, pour résumer, le plaignant a volé le fonds universitaire de sa fille, l'a forcée à la pauvreté, et maintenant, 14 ans plus tard, veut 30% de l'entreprise qu'elle a bâtie sur les cendres de son vol. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi intenter ce procès absurde aujourd'hui? Declan est retourné à notre table et a pris un deuxième dossier plus mince. Parce que, votre honneur, l'investissement en or a échoué, et l'heure des comptes a sonné. J'ai vu Lorelai s'agiter mal à l'aise sur son siège. Elle a enlevé ses lunettes de soleil de créateur, ses yeux grands ouverts de panique soudaine. Elle s'est penchée et a chuchoté quelque chose frénétiquement à ma mère, mais Geneviève a simplement secoué la tête, l'air complètement terrifié. Dans l'onglet 4, a annoncé Declan, sa voix résonnant de finalité. Vous trouverez une enquête de crédit et un rapport de privilège public pour Thorne Senior et Laura Thorne. Le plaignant a actuellement 150,000 $ de dette de carte de crédit renouvelable à taux d'intérêt élevé. De plus, Laura Thorne a déclaré 0 revenu de commandite sportive ou de gain de tournoi au cours des 36 derniers mois. Declan a fait une pause, laissant le silence planer dans l'air comme une lame de guillotine. Ce qu'elle a, cependant, ce sont des retraits d'espèces massifs et non documentés dans des casinos à travers les États et une histoire documentée d'emprunts importants auprès de prêteurs prédateurs sans licence. Le plaignant ne poursuit pas ma cliente en raison d'un devoir familial moral. Il la poursuit parce qu'il est fauché, noyé sous les dettes et désespéré de liquider les actifs de sa fille qui a réussi pour payer le syndicat du jeu de son enfant en or. Le silence dans la salle d'audience était tel qu'on aurait pu entendre une mouche voler. La juge Rosalyn a regardé les rapports de crédit. Son visage était un masque de jugement froid et terrifiant. Elle a levé les yeux des papiers vers mon père, puis vers Lorelai. Avocat du plaignant, a dit la juge Rosalyn, sa voix d'un calme mortel. Votre client conteste-t-il ses dossiers financiers? L'avocat s'est levé, essuyant la sueur de son front avec un mouchoir. Votre honneur, nous nous opposons à la pertinence des habitudes personnelles de Lorelai Thorne. Cette affaire concerne les obligations de la défenderesse envers le trust familial. Rejeté. A lancé la juge Rosalyn. Cela va directement au motif de ce procès. Je veux entendre Laura Thorne. Huissier, veuillez la faire prêter serment. J'ai quelques questions sur cette soi-disant carrière sportive qui a nécessité le vol d'un fonds universitaire de 50,000 $. Laura s'est figée. Elle a regardé mon père, ses yeux grands ouverts de terreur pure. Mon père lui a sifflé quelque chose à voix basse, mais il était trop tard. L'huissier se tenait déjà à côté d'elle, tendant une Bible. Veuillez prendre la barre, mademoiselle Thorne, a ordonné la juge. Lorelai s'est lentement levée. Son manteau de cachemire blanc immaculé semblait soudainement incroyablement lourd. Ses mains tremblaient visiblement alors qu'elle posait sa paume sur la Bible et jurait de dire toute la vérité. Elle s'est dirigée vers la barre des témoins et s'est assise, agrippant les bords de la balustrade en bois si fort que ses jointures sont devenues blanches. Je me suis assise à ma table, regardant ma sœur. Pour la première fois de ma vie, je ne ressentais pas de colère envers elle. Je ressentais une étrange pitié détachée. Elle avait passé toute sa vie sur un piédestal que notre père avait construit pour elle. Mais ni l'un ni l'autre n'avait réalisé qu'un piédestal n'est qu'une très petite prison. Et aujourd'hui, les murs s'effondraient enfin. Lorelai ressemblait à une biche prise dans les phares d'un énorme train de marchandises lancé à toute vitesse. Elle était assise à la barre des témoins, ses yeux passant frénétiquement de notre père au juge, puis à moi. Elle avait passé 29 ans à compter sur son père pour lui aplanir le chemin, pour la sortir des ennuis à coups d'argent, pour transformer ses échecs en revers temporaires. Mais Thorne ne pouvait pas acheter le juge, et il ne pouvait pas manipuler les chiffres durs et indéniables imprimés dans les classeurs financiers de Declan. La juge Rosalyn a regardé Lorelai par-dessus le bord de ses lunettes. Mademoiselle Thorne, vous êtes sous serment.
Tout l'argument juridique de votre père repose sur la prémisse que votre sœur a privé la famille des ressources nécessaires pour financer votre carrière de tennis professionnelle. Je regarde vos dossiers financiers. Pouvez-vous expliquer à ce tribunal quand vous avez joué votre dernier match de qualification professionnelle? Lorelai a dégluti difficilement. Sa gorge s'est nouée. Elle a regardé son père. Il la fixait, lui ordonnant silencieusement de s'en tenir au scénario. Cela fait un petit moment, votre honneur, a balbutié Lorelai, sa voix minuscule et fragile. J'ai subi une blessure à l'épaule. Cela a nécessité une rééducation approfondie. La juge Rosalin a tourné une page dans le classeur. C'est intéressant, car selon vos dossiers médicaux obtenus par la défense, il n'y a aucune documentation d'une blessure à l'épaule. Il y a, cependant, une documentation de voyages approfondis dans des complexes de casinos à Las Vegas et Atlantic City. Avez-vous un emploi actuellement, mademoiselle Thorne? Non, votre honneur. Je suis une athlète à plein temps en entraînement. Entraînement pourquoi? A demandé la juge Rosalin sans embâche. Vous avez gagné $0 en prix au cours des 3 dernières années. Pourtant, votre père a accumulé $150,000 de dettes pour soutenir votre style de vie. Vous avez retiré des dizaines de milliers de dollars en avance de fonds. Où est allé cet argent, mademoiselle Thorne? Êtes-vous impliqué dans des opérations de jeu illégales? Le visage de Lorelai s'est effondré, la façade arrogante parfaite qu'elle avait portée depuis l'enfance se brisant en 1 million de morceaux. Elle a couvert son visage de ses mains tremblantes et a commencé à hyperventiler. Objection, a crié mon père, bondissant de sa chaise. Il transpirait abondamment, son visage déformé par la panique. Vous harcelez le témoin. C'est une athlète sous une pression immense. Asseyez-vous et taisez-vous, monsieur Thorne. A rugi la juge Rosalin, sa voix résonnant comme le tonnerre. Une autre explosion et vous passerez la nuit en cellule de détention. J'essaie de déterminer si votre procès est une tentative frauduleuse de payer des dettes criminelles en utilisant les actifs de votre autre fille. Lorelai a soudainement baissé les mains. Des larmes coulaient sur son visage, ruinant son maquillage coûteux. Elle a regardé notre père et, pour la première fois de sa vie, l'enfant en or a craqué. Je déteste le tennis. A crié Lorelai, sa voix résonnant sauvagement dans la salle d'audience silencieuse. Elle a pointé un doigt tremblant directement sur Thorne. Je le déteste depuis l'âge de 15 ans. Je n'ai jamais voulu jouer. Tu m'as forcé. Tu m'as dit que si j'arrêtais, je serais une ratée sans valeur, tout comme Calista. La salle d'audience a éclaté en murmures choqués. Ma mère a enfoui son visage dans ses mains et a commencé à sangloter de manière incontrôlable. Lorelai, arrête de parler. A crié mon père, perdant complètement la tête. Je n'arrêterai pas. A hurlé Lorelai en retour, le mascara coulant sur ses joues. Tu m'as fait faire ça. Tu n'arrêtais pas de dire à tout le monde que j'allais devenir une star. Tu continuais à dépenser de l'argent que nous n'avions pas juste pour te vanter auprès de tes stupides amis du country club. Je savais que je n'étais pas assez bonne. Je t'ai dit il y a 3 ans que j'en avais fini, mais tu ne voulais pas me laisser arrêter. Tu as dit que je te devais un retour sur ton investissement. Elle sanglotait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Le jeu a commencé parce que j'étais malheureuse. Je voulais juste ressentir autre chose. Je voulais juste échapper à la pression. Et puis les dettes sont devenues trop élevées. Tu as dit que tu arrangerais ça. Tu as dit que tu poursuivrais Calista et que tu obtiendrais l'argent pour payer les bookmakers. Tu me l'as promis. Le silence qui a suivi sa confession était absolu. Il était assourdissant. Mon père se tenait figé à sa table, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson qui suffoque. Il a regardé autour de la pièce, réalisant que chaque personne, l'huissier, le sténographe judiciaire, les spectateurs et le juge le regardaient avec un dégoût absolu et sans mélange. Il ne m'avait pas seulement maltraité en me négligeant. Il avait maltraité son enfant en or en l'écrasant sous le poids de ses propres illusions narcissiques. Il l'avait transformé en une marionnette misérable et endettée juste pour nourrir son propre ego. Et quand les ficelles de la marionnette se sont emmêlées, il a essayé de voler sa fille éloignée pour payer les dégâts. Je suis resté parfaitement immobile, regardant la destruction de ma famille. Je ne me sentais pas vengé. Je n'ai pas ressenti une bouffée de joie.
J'ai juste ressenti une tristesse profonde et lourde pour le pur gaspillage de tout cela. Ils auraient pu simplement nous aimer. Ils auraient pu simplement être des parents normaux. Au lieu de cela, ils ont construit un château de cartes fait de cupidité et de mensonges, et maintenant ils brûlaient sur la place publique. La juge Rosalin a regardé la femme en pleurs à la barre des témoins. Son expression s'est adoucie d'une fraction, passant de la colère à une pitié froide et clinique. Cela suffit, mademoiselle Thorne, a dit la juge doucement. Vous pouvez descendre. Laureley a titubé en sortant de la barre des témoins. Elle n'est pas retournée à la table de mon père. Elle s'est dirigée vers les bancs des spectateurs, s'est effondrée dans une rangée vide et a mis sa tête entre ses genoux, sanglotant violemment. Ma mère a essayé de se lever pour la réconforter, mais mon père a attrapé le bras de Geneviève et l'a brutalement ramenée sur sa chaise. La juge Rosalin a pris une profonde inspiration. Elle a joint ses mains sur son bureau et a regardé directement Declan. Avocat, a dit la juge, sa voix tombant à un registre terrifiant de calme. Vous avez indiqué plus tôt qu'il y avait une autre preuve concernant les tentatives du plaignant de s'approprier les actifs de ma cliente. Declan a hoché la tête lentement. Oui, votre honneur. L'extorsion financière ne s'est pas limitée à cette salle d'audience. Nous avons des preuves d'une tentative malveillante active de détruire les contrats d'entreprise de ma cliente. Declan a fouillé dans sa mallette. Il a sorti une seule feuille de papier. C'était le courriel imprimé de Vanguard Médical. Il l'a remis à l'huissier. Votre honneur, a dit Declan, sa voix résonnant avec une précision létale. Il y a 48 heures, le plaignant a envoyé un courriel au conseil d'administration du plus grand partenaire commercial de ma cliente. Dans ce courriel, il a faussement affirmé que ma cliente faisait l'objet d'une enquête criminelle pour détournement de fonds et les a exhortés à résilier leur contrat de logistique de plusieurs millions de dollars. Il a tenté de détruire son entreprise, espérant qu'elle réglerait ce procès par pur désespoir. L'avocat de mon père a fermé les yeux et a littéralement laissé tomber sa tête sur la table. Il savait que sa carrière défilait sous ses yeux. La juge Rosalin a lu le courriel. La température dans la pièce est tombée à zéro absolu. Elle a levé les yeux lentement, fixant entièrement son regard sur mon père. Et à ce moment-là, j'ai su que Thorne était complètement, irrémédiablement fini. La juge Rosalin n'a pas crié. Elle n'a pas frappé son marteau. Elle a juste regardé mon père avec un regard d'un mépris si profond qu'il semblait lui arracher la peau des os. Le silence s'est étiré pendant 30 secondes angoissantes. Mon père a essayé de maintenir sa posture, mais ses épaules tremblaient. L'illusion de son pouvoir avait disparu, remplacée par la réalité pathétique d'un homme acculé et désespéré. Monsieur Thorne, a finalement parlé la juge Rosalin. Sa voix était à peine plus qu'un murmure, mais elle portait parfaitement dans la pièce silencieuse. Levez-vous. Mon père s'est lentement levé. Il ressemblait à un vieil homme brisé. Au cours de mes 20 années de magistrature, a commencé la juge Rosalin, mesurant chaque mot avec une précision létale. J'ai présidé des litiges d'entreprises complexes, des divorces amers et des successions familiales vicieuses. Mais rarement ai-je rencontré un cas d'une telle malice transparente, d'un narcissisme débridé et d'une faillite morale comme celui que vous avez amené dans ma salle d'audience aujourd'hui. Elle a pris sa plainte et l'a tenue par le coin exactement comme on tient un déchet. Vous êtes entré dans ce tribunal en exigeant 30% d'une société prospère. Vous avez prétendu à une violation du devoir familial. Parlons du devoir, monsieur Thorne. Il était de votre devoir de protéger le fonds fiduciaire laissé à votre fille. Vous l'avez volé. Il était de votre devoir de fournir un environnement de soutien à vos 2 enfants. Vous en avez complètement négligé une, la forçant à travailler dans un entrepôt à 16 ans, tandis que vous avez étouffé psychologiquement l'autre jusqu'à ce qu'elle développe une grave dépendance au jeu pour faire face à vos délires de grandeur. Mon père a ouvert la bouche pour parler, mais votre honneur, j'essayais de le faire taire. Le juge a aboyé, ses yeux lançant des éclairs de fureur. Je n'ai pas demandé vos excuses. Vous êtes un prédateur financier se faisant passer pour un père. Vous avez dilapidé des centaines de milliers de dollars à la poursuite d'un fantasme de country club. Et quand la facture est arrivée, vous avez décidé de voler légalement la fille que vous avez abandonnée. Et quand vous avez réalisé que vous n'aviez aucune base légale, vous avez eu recours au sabotage d'entreprise et à la diffamation écrite pour extorquer un règlement. La juge Rosalin a laissé tomber les documents sur son bureau. Elle a regardé l'avocat de mon père. Avocat,
si jamais vous amenez une tentative d'extorsion frivole et non vérifiée déguisée en procès civil dans ma salle d'audience à nouveau, je veillerai personnellement à ce que vous fassiez face à des sanctions de l'association du barreau de l'État. Me comprenez-vous? Oui, votre honneur, a chuchoté l'avocat, l'air profondément humilié. La juge Rosalin a reporté son attention sur mon père. Elle s'est penchée en avant, sa voix sonnant avec une finalité absolue et écrasante. Concernant la demande du plaignant en matière de capitaux propres, d'indemnisation ou de toute restitution financière de la part de la défenderesse, Calista Thorne. Cette affaire est. Elle a fait une pause, laissant le silence s'étirer, regardant directement dans les yeux terrifiés de mon père. Totalement rejeté. Les deux mots ont frappé la pièce comme une onde de choc physique. Totalement rejeté. C'était fini. Il n'a rien obtenu. Absolument rien. Mais je n'ai pas terminé. A poursuivi la juge Rosalin, sa voix devenant froide et tranchante comme un scalpel. Monsieur Thorne, envoyer un courriel frauduleux à Vanguard Médical pour tenter de détruire les contrats d'entreprise de votre fille est une affaire grave. Cela franchit la ligne d'un procès civil frivole pour entrer dans l'extorsion criminelle, l'interférence délictuelle et la diffamation malveillante. Les genoux de mon père ont littéralement fléchi. Il a attrapé le bord de la table pour ne pas tomber par terre. Geneviève a poussé un hoquet aigu, se couvrant la bouche de ses mains. J'ordonne au greffier du tribunal de transmettre les transcriptions de l'audience d'aujourd'hui ainsi que le courriel de Vanguard Médical et vos dossiers financiers assignés directement au bureau du procureur de district. A déclaré la juge Rosalin sans ménagement. Je recommande officiellement une enquête criminelle sur vos actions concernant la tentative d'extorsion d'entreprise et la fraude électronique. Mon père a laissé échapper un son qui était à moitié un hoquet, à moitié un sanglot. Son visage était entièrement dépourvu de couleur. Il ressemblait exactement à un homme regardant toute sa vie partir en fumée. De plus, a ajouté la juge, en regardant toute la famille. Je délivre une ordonnance restrictive permanente et juridiquement contraignante contre vous, monsieur Thorne, et vous, madame Thorne, et vous, mademoiselle Laurel Thorne. Il vous est par la présente interdit de contacter Calista Thorne, ses employés, ses fournisseurs ou ses clients en toutes circonstances. Si vous lui envoyez un message texte, si vous vous approchez de sa propriété, ou si vous tentez d'interférer avec son entreprise de quelque manière que ce soit, vous serez arrêté et emprisonné immédiatement. La juge Rosalin a pris son marteau en bois. Elle m'a regardé pour la toute première fois. Son expression dure s'est adoucie en quelque chose ressemblant à un profond respect. Mademoiselle Thorne, m'a dit la juge, vous avez survécu à un environnement de sévices émotionnels et financiers graves. Vous avez bâti une vie incroyable entièrement sur votre propre mérite. Ne laissez pas ces gens vous ramener dans l'obscurité. Allez vivre votre vie en paix. J'ai hoché la tête lentement, un poids énorme et suffocant se soulevant de ma poitrine. Merci, votre honneur. La juge a frappé son marteau avec un craquement retentissant qui a résonné jusqu'au fond de mon âme. L'audience est levée. Elle s'est levée et est sortie de la salle d'audience. L'huissier a déverrouillé les portes. La bataille juridique était officiellement terminée. J'avais gagné. Non seulement le procès, mais la guerre pour ma propre liberté. Declan a laissé échapper une longue et lourde expiration et a commencé à ranger ses classeurs. Eh bien, a-t-il dit, un petit sourire satisfait jouant sur ses lèvres. Je dirais que cela s'est déroulé exactement comme prévu. J'espère que votre père aura l'air bien en combinaison orange. Je me suis levé, lissant ma veste de tailleur. Je n'ai pas ressenti le besoin de célébrer. J'ai juste ressenti un désir irrésistible de quitter ce bâtiment et de ne plus jamais regarder en arrière. Mais alors que je me tournais pour descendre l'allée centrale de la salle d'audience, mon père s'est mis sur mon chemin. Il avait l'air complètement déséquilibré. Sa cravate était de travers, ses cheveux étaient en désordre et ses yeux étaient grands ouverts d'une terreur frénétique et désespérée. La dynamique du pouvoir s'était complètement inversée et il le réalisait enfin. Et ce qui s'est passé ensuite devant les portes de cette salle d'audience a été le dernier clou dans le cercueil de ma famille toxique. Calista, attends. S'il te plaît, attends. A haleté mon père, levant les mains en signe de défense alors que je me dirigeais vers les lourdes portes en chêne de la salle d'audience. Je me suis arrêté. Je n'ai pas reculé. Je suis resté ferme, le regardant avec une indifférence glaciale absolue. Declan s'est placé juste à côté de moi, croisant les bras, ressemblant à un garde du corps prêt à intervenir à la moindre provocation.
Geneviève s'est précipitée, le visage rouge et taché de larmes. Elle a tendu la main comme pour toucher mon bras, mais Declan lui a lancé un regard d'avertissement, et elle a rapidement retiré sa main, la serrant contre sa poitrine. Lorelai était toujours assise sur le banc des spectateurs, fixant le mur d'un air absent, complètement brisé. « Calista, ma chérie, s'il te plaît. » a gémi ma mère, sa voix tremblant de manière incontrôlable. « Nous pouvons arranger ça. Nous sommes toujours une famille. » Ton père était juste confus. Il était juste sous une pression énorme avec les dettes. Nous ne voulions pas que ça aille aussi loin. S'il te plaît, tu dois parler au juge. Dis-lui de ne pas envoyer le dossier au procureur de district. Ton père ne pourrait pas aller en prison. J'ai regardé la femme qui m'avait mise au monde, la femme qui m'avait dit de me débrouiller quand je gelais dans un entrepôt pendant qu'elle achetait des raquettes de tennis sur mesure pour ma sœur. Il n'était pas confus. Maman, ai-je dit, ma voix étrangement calme. Il a engagé un avocat. Il a rédigé une plainte. Il a envoyé un courriel à mon plus gros client pour détruire ma réputation. Ce n'est pas de la confusion. C'est une tentative d'assassinat. Vous avez juste manqué la cible. Mon père a dégluti difficilement. Sa fierté arrogante avait complètement disparu, remplacée par le désespoir pathétique et suppliant d'un lâche face aux conséquences de ses propres actions. Calista, je suis désolé, a-t-il plaidé. Sa voix s'est brisée. C'était la première fois que je l'entendais s'excuser en 32 ans d'existence. Mais cela ne signifiait absolument rien. Il n'était pas désolé pour ce qu'il m'avait fait. Il était désolé d'avoir été pris. Il était désolé de faire face à une enquête criminelle. Je suis ton père, a-t-il poursuivi, des larmes coulant réellement dans ses yeux. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je me suis trop concentré sur ta sœur, mais je t'en supplie. Si le procureur de district s'en mêle, je perdrai tout. La maison, ma réputation, ma liberté. Je déclarerai faillite. Tu as une entreprise d'1 million de dollars. Tu as tellement d'argent. Tu peux te permettre d'être généreuse. S'il te plaît, paie juste les bookmakers pour que Lorelai soit en sécurité et dis au tribunal que tu veux abandonner la recommandation criminelle. Je l'ai regardé. L'audace pure et sans mélange de cet homme était presque à couper le souffle. Même maintenant, après avoir été publiquement humilié et exposé comme un voleur et un fraudeur, son instinct était toujours d'exiger que j'utilise mon argent pour le sauver, lui et son enfant en or. J'ai fait un pas de plus vers lui. Il a tressailli, reculant instinctivement. Généreuse, ai-je chuchoté, le mot ayant un goût de venin dans ma bouche. Tu as volé mon fonds universitaire de 50,000 $ pour payer un stage de tennis. Tu m'as laissé manger des sandwichs au beurre de cacahuète dans un camion frigorifique glacial pendant que tu conduisais un SUV de luxe. Et quand j'ai finalement bâti quelque chose de beau à partir de la poussière dans laquelle tu m'as laissé, tu as essayé d'en voler 30%. Je me suis penché, m'assurant qu'il entende chaque syllabe de ma phrase suivante. Cette entreprise d'1 million de dollars est à moi. Chaque camion, chaque contrat, chaque dollar, c'est à moi. Tu peux garder la dette. Tu peux garder les syndicats du jeu. Tu peux garder ton enfant en or. J'espère que tu apprécieras le tribunal de faillite parce que je ne te donnerai pas un seul misérable centime. Le visage de mon père s'est effondré de désespoir total. Geneviève a poussé un grand cri pathétique, se couvrant le visage. Et papa, ai-je ajouté, ma voix devenant glaciale. Si jamais tu me recontactes, si jamais tu envoies un courriel à mes clients, ou si jamais tu t'approches de ma propriété, je te ferai jeter dans une cellule de prison si vite que ta tête tournera. Passe une bonne vie. Je leur ai tourné le dos et je suis sorti par les lourdes portes de la salle d'audience. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai descendu le couloir de marbre, mes talons claquant sèchement sur le sol. Chaque pas semblait plus léger que le précédent. Je me débarrassais de 32 ans de poids psychologique, le laissant tomber à chaque foulée. Alors que nous entrions dans l'ascenseur, Declan m'a regardé, un sourire sincère se dessinant sur son visage. Ça, a dit Declan en ajustant sa cravate, c'était une classe de maître dans l'établissement de limites. Rappelle-moi de ne jamais te contrarier dans une négociation commerciale. J'ai souri en retour, sentant une chaleur étrange et inconnue se répandre dans ma poitrine. Je pense que je vais prendre le reste de la journée de congé, Declan.
Envoyez-moi la facture. Quel que soit votre taux horaire, doublez-le. Vous l'avez mérité aujourd'hui. En sortant du palais de justice et en entrant dans l'air glacial de l'hiver, mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. C'était un appel direct du PDG de Vanguard Medical. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Allô, Calista à l'appareil. Calista, a dit le PDG, sa voix chaude et professionnelle. Mon équipe juridique vient de m'informer de la situation avec votre père éloigné. Je tiens à m'excuser personnellement que vous ayez eu à faire face à ce genre de harcèlement. Merci, monsieur, ai-je répondu d'une voix ferme. C'était une affaire de famille malheureuse, mais elle a été définitivement résolue par le tribunal aujourd'hui. Cela n'affectera pas nos opérations. Je sais que non, a dit le PDG avec un petit rire. Franchement, Calista, voir avec quel impitoyable et professionnel votre équipe juridique a géré une tentative de sabotage d'entreprise me donne encore plus confiance en votre entreprise. Quelqu'un qui protège son entreprise aussi farouchement est exactement la personne que nous voulons pour gérer notre logistique médicale. Je demande à mon équipe de rédiger une extension de notre contrat. Nous voulons vous donner les itinéraires pour toute la région des 3 États. Je me suis arrêté de marcher. Le vent froid fouettait mes cheveux autour de mon visage, mais je ne sentais pas le froid. La tactique même que mon père avait utilisée pour essayer de détruire mon entreprise venait de doubler mes revenus. Merci, ai-je dit, ma voix remplie d'une gratitude sincère. J'examinerai le nouveau contrat dès demain matin. J'ai raccroché. Je suis resté sur le trottoir, regardant le ciel gris. Mon père a essayé de m'enterrer. Il n'a pas réalisé que j'étais une graine. Et maintenant, la tempête était enfin passée, et il était temps de grandir au soleil. Quand je suis finalement rentré à ma maison de ville ce soir-là, le monde semblait entièrement différent. Pour la première fois de ma vie, je ne me préparais pas à un appel téléphonique. Je n'attendais pas l'inévitable culpabilisation, les insultes subtiles ou les demandes d'argent. Le silence dans ma voiture n'était pas le silence lourd et suffocant de l'anxiété. C'était le silence clair et magnifique de la liberté absolue. Je me suis garé dans mon allée et j'ai regardé la maison de ville en briques modernes que j'avais achetée avec mon propre sang, ma sueur et mes larmes. La lumière du porche était allumée, projetant une lueur chaude et accueillante sur la neige hivernale. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis entré. La maison était parfaitement chaude. Les parquets brillaient. Ma machine à expresso coûteuse était posée sur le comptoir en granit. Tout dans cette maison m'appartenait. L'approbation de personne d'autre n'était incrustée dans ces murs. Les attentes de personne d'autre ne vivaient dans ces pièces. Le fantôme de la hiérarchie de la famille Thorne ne pouvait pas franchir le seuil. J'ai enlevé mon manteau, je me suis versé un verre de vin rouge coûteux et je me suis assise sur mon canapé en velours. J'ai ouvert mon téléphone une dernière fois. Je suis allé dans mes contacts. J'ai bloqué de manière permanente Thorne, Geneviève, Loreley et tante Ursula. J'ai envoyé un courriel à mon service informatique d'entreprise leur demandant de signaler et de supprimer immédiatement tous les courriels provenant du domaine de ma famille. Je les ai effectivement effacés de mon existence numérique et physique. Je ne me sentais pas triomphante. Je n'ai pas organisé de fête. Je me suis juste assise dans mon salon silencieux et j'ai laissé échapper une longue et frémissante respiration. Le deuil est une chose étrange. Je ne pleurais pas la perte de mon père ou de ma mère. Je pleurais la perte de l'espoir qu'il finirait par changer. Pendant 32 ans, une petite partie stupide de mon enfant intérieur avait cru que si je travaillais assez dur, si je réussissais assez, il me regarderait enfin et dirait « Nous sommes fiers de toi ». Mais le procès a prouvé la vérité ultime. Les parents narcissiques n'aiment pas leurs enfants. Ils les consomment. Pour mon père, je n'ai jamais été une fille. J'étais une opportunité d'investissement manquée. Il était furieux d'avoir misé tout son argent sur le mauvais cheval. Et quand le cheval qu'il avait abandonné a remporté la course, il a essayé de voler le trophée. J'ai appris par un cousin éloigné quelques mois plus tard que les conséquences avaient été brutales pour eux. Sans mon argent pour les renflouer, Thorne a été contraint de déposer le bilan, chapitre 7. La banque a saisi leur immense maison de banlieue. Le country club a révoqué leur adhésion. Loreley a dû fuir l'État pour éviter les bookmakers à qui elle devait de l'argent. Et mon père se noyait actuellement sous les frais de justice, essayant désespérément de repousser l'enquête du procureur de district sur la fraude électronique et l'extorsion.
Ils ont perdu leur maison, leur argent, leur statut et leur enfant en or. Le faux empire s'est complètement effondré. Et moi, j'ai développé mon entreprise de logistique. Nous avons atteint 5 millions de dollars de revenus l'année suivante. J'ai acheté une résidence secondaire près du lac. Je m'entoure d'amis qui m'aiment pour ce que je suis exactement, pas pour ce qu'ils peuvent extraire de moi. Je dors 8 heures par nuit, et je ne pense jamais au tableau des corvées. Je pensais que la vengeance devait être bruyante. Je pensais que cela signifiait leur crier au visage ou les regarder pleurer. Mais j'ai appris que la vengeance la plus dévastatrice que l'on puisse infliger à une famille toxique est de simplement s'en aller, de se construire une vie spectaculaire sans eux, et de ne jamais regarder en arrière. Mon succès a été la vengeance ultime et ma paix a été la victoire ultime. Mais je sais que fixer ce genre de limite brutale est incroyablement difficile. La société nous dit que la famille est tout et que les liens du sang sont plus forts que tout. Les gens qui ont grandi dans des foyers sains et aimants ne comprendront jamais ce que c'est d'avoir un parent qui veut vous détruire par pure jalousie et cupidité. Quand je les ai finalement coupés de ma vie et que je les ai laissés faire face à la faillite et aux accusations criminelles seuls, quelques parents éloignés m'ont traité d'impitoyable. Ils ont dit que j'étais de sang-froid de laisser mon propre père faire face à la prison alors que je pouvais facilement faire un chèque pour que tout disparaisse. Ils ont dit que j'aurais dû faire preuve de miséricorde parce que c'est un vieil homme. Je refuse de les sauver des conséquences de leurs propres actions. Je refuse de les laisser utiliser mon compte en banque comme bouclier contre leurs erreurs toxiques. Alors, je vous pose la question. Après tout ce qu'ils ont fait, voler mon fonds universitaire, me négliger pendant des décennies, essayer de voler mon entreprise et tenter activement de saboter mon plus gros client, ai-je eu tort de les laisser brûler? Ai-je été trop dur de m'en aller et de les laisser faire face à la faillite et au système judiciaire seul? Pensez-vous que j'ai tort? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille toxique pour protéger votre propre paix? Partagez votre histoire car votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui pour trouver sa propre force.